Mon histoire vraie, en Pennsylvanie. Mon fils m'a dit, tu seras bien dans le garage pendant un moment. J'y ai dormi 2 nuits. La troisième, je lui ai remis l'avis d'expulsion. Ma belle-fille a aboyé par-dessus la table de la cuisine, sa voix tranchant le silence matinal. Écoute, vieille sorcière. Dans la maison, tu nous étouffes. Le garage est le seul moyen pour cette famille de respirer. Considère ça comme une épreuve d'endurance. Si tu survis à l'hiver dehors, on pourrait reconsidérer ta décision. Ma belle-fille a claqué sa tasse de café si fort qu'elle a fait vibrer la soucoupe. J'étais assise là, les mains jointes sur mes genoux, ressentant chaque centimètre de mes 75 ans, attendant dans un silence que je n'osais pas rompre. J'avais été secrétaire de tribunal pendant 47 ans, organisée, respectée, connue pour mes sacoches de dossiers soigneusement rangées et ma voix grave et inébranlable en chambre. Après un léger AVC il y a 3 mois, je ne pouvais plus faire la queue. Mais je pensais rentrer chez moi, retrouver la chaleur de mes routines familières, et non un garage froid. Ni des cartons poussiéreux ni des outils de jardinage oubliés. Je vis maintenant à Harrisburg, en Pennsylvanie, avec mon fils et sa femme, leur maison, leur monde. Après l'AVC, le médecin m'a dit que je ne devais pas être seule. Mon fils, Michael, a insisté pour que j'emménage temporairement chez eux afin qu'ils puissent m'aider. J'ai accepté, car je pensais qu'ils voulaient m'aider. De l'aide pour mes courses, pour mes rendez-vous, pour surveiller mes médicaments. Je n'imaginais pas que je deviendrais bientôt un fardeau à balayer. Le lendemain de ma première nuit dans le garage, je me suis réveillée sur un sol couvert de sueur. Mon lit, un simple lit pliant avec une couverture en laine, faisait l'affaire. Il n'y avait pas de chauffage, aucune fenêtre ne laissait entrer la lumière. Une seule lampe de poche était accrochée au mur. Je restais allongée, les yeux rivés sur les poutres du plafond, comptant leurs fissures et les cloques de la peinture. Les salles d'audience me manquaient. Le fracas des voix et le bruit régulier des claviers me manquaient. L'odeur vivifiante des papiers me manquait. Plus tard dans la matinée, mon fils sortit la tête. « Ça va, maman » demanda-t-il, mi-inquiet, mi-réticent. Il portait un jogging froissé, comme sa femme. J'acquiesçai. Ma voix me serra la gorge comme de la cendre. Il soupira. « On t'achètera bientôt un radiateur. Faut juste vérifier le disjoncteur. »« D'accord. D'accord. » J'y parvins. Lorsqu'il ferma la porte, j'entendis le murmure de sa femme. « Si elle meurt de froid, on n'aura pas à s'occuper de procuration ou de transfert de propriété. » Et puis sa voix s'éleva. « C'est mieux que de gérer ça tous les jours. » Vous savez, je restais immobile, faisant semblant de dormir. J'avais les mains faibles, mais l'esprit vif. Je me souvenais d'avoir déposé des mandats, tourné des pages de témoignages, géré les horaires des audiences pour des juges de 80 ans en proie à des tremblements. Je ne m'étais jamais sentie aussi inutile. Je me levai et trouvai ma robe pendue au-dessus de la porte du garage. Je l'enroulai autour de moi et m'assis sur le lit de camp, les mains sur les genoux, respirant l'odeur des cartons et des outils rouillés. Je me demandais à quoi ils me servaient avant. Étais-je devenu un rappel du vieillissement et de la dépendance? La deuxième nuit fut plus froide. J'enroulai la fine couverture autour de moi et priai pour ne pas me réveiller en frissonnant au milieu de la nuit. Je repensai à mon mari, à son rire, à la façon dont il me tenait quand je pleurais à cause de mon AVC. Je repensai à notre petit appartement, maintenant vendu, au couloir du tribunal que je ne parcourais plus jamais, à chaque document poussiéreux que je signais dans des jours plus calmes. Le matin revint avec un léger bip qui me réveilla en sursaut, mon téléphone. Je l'avais caché dans la boîte à gants de leur voiture avant d'emménager. Je décrochai. C'était ma nièce qui appelait de Baltimore. « Tante Éléanore, comment allez-vous » demanda-t-elle, avec gentillesse au bout du fil. « Je me débrouille, dis-je doucement. » Sa voix tremblait. « Vous avez l'air froide. Physiquement froide. Êtes-vous en sécurité » J'ai dégluti. « Je suis en sécurité, » a-t-elle dit. « Maman m'a dit que tu restais dans le bureau. » J'ai marqué une pause. « Je dors dans le garage. » Il y a eu un long silence. « Maman, c'est illégal. Tu ne devrais pas. » Elle a raccroché. J'ai fermé les yeux. C'était légal. J'avais été si soucieuse d'être polie, de ne pas faire d'histoire, de montrer ma gratitude. Mais la gratitude se trouve dans un fauteuil confortable près d'un bon feu. C'était de la gratitude en frisson. Cet après-midi-là, je me suis occupée. J'ai trouvé la petite malle à jouets que nous avions apportée avec les couvertures d'enfance de ma petite fille. Jean n'est tapissé mon lit. J'ai plié la couverture soigneusement et je l'ai posée à côté de moi.
J'ai orienté la lampe de poche vers le lit plutôt que vers les étagères, me donnant une petite impression de refuge. Mais en vérité, je n'étais pas le bienvenu, pas en sécurité, pas chez moi. Ce soir-là, je les ai entendus par la ventilation murale. La frustration de Michael m'a enflammé. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit encore en vie, a-t-il dit. Tu entends ça? A répondu sa femme doucement mais d'une voix audible. Mieux vaut être en vie qu'avec une procuration à signer, des impôts à déclarer et nos propres crises émotionnelles. Tu n'es pas prête? A-t-il dit. Il faut attendre que l'avocat déclare qu'elle est incompétente. J'ai collé mon oreille contre la ventilation. Compétente? Ce mot. Ils préparaient des papiers pendant que je gelais, parce qu'ils avaient l'argent et qu'ils voulaient tout contrôler. Je me suis recroquevillée sur le côté, les yeux fermés, des larmes perlant dans l'ombre. Ce n'était pas de la grâce. C'était du jugement. Ce n'était pas la famille. C'était un calcul froid. J'ai prié cette nuit-là pour ne pas geler. J'ai prié pour que mon esprit reste intact. J'ai prié pour que, quelque part, quelqu'un voie ce qui se passait. Je me souvenais de mes jours au tribunal, du claquement du marteau, du bruissement des dossiers juridiques, de l'autorité entre mes mains. J'avais encore les mots. J'avais encore la lucidité. J'avais encore assez pour agir. Ces 2 nuits dans le garage furent une épreuve d'endurance. Il voulait le silence. Il pensait que je disparaîtrais dans la poussière et les ombres. Mais j'ai appris quelque chose de vital. Survivre ne signifie pas se taire, et l'endurance ne signifie pas forcément obéir. Et cette prise de conscience fut l'étincelle qui me porta jusqu'au lendemain matin, lorsque, à l'aube du 3e jour, j'entrai dans leur salle à manger, lucide et serein, et leur remettais l'avis d'expulsion, signé par mon avocat et visé par un juge à la retraite qui me connaissait bien. Un juge qui se souvenait de ce qu'était la justice, même rendu dans un garage froid. La première nuit dans le garage fut plus froide que prévu. J'avais enfilé tous les pulls que j'avais pu trouver, serré la couverture rugueuse sur mes épaules et essayé d'ignorer le courant d'air qui s'infiltrait sous la porte qui reliait le garage à la maison principale. Chaque bruit extérieur, le bruissement des feuilles, le bourdonnement lointain de la circulation, semblait amplifié à travers les murs. Mes os me faisaient mal à cause de la barre métallique du lit qui pressait contre ma colonne vertébrale. Je me suis recroquevillée sur moi-même comme un animal blessé, attendant que la nuit passe. Mais ce n'était pas seulement le froid qui m'empêchait de dormir. C'étaient les souvenirs. Je pensais à Michael enfant. Ses grands yeux quand je lui préparais son déjeuner. Sa façon de me serrer dans ses bras après chaque concours d'orthographe, même ceux qu'il ne gagnait pas. Je me souvenais des doubles journées de travail, tapant des dossiers judiciaires jusqu'à en avoir les doigts engourdis pour qu'il puisse avoir de nouvelles chaussures et des cours de piano. Je me souvenais d'avoir réussi à réunir de l'argent pour ses frais de scolarité lorsque la pension de son père était épuisée, sacrifiant mes propres vacances pour qu'il puisse étudier la finance dans une université à 3 États de là. Et maintenant, j'étais là, grelottant dans son garage comme un meuble oublié. Le lendemain matin, j'étais assis au bord du lit, les genoux raides, mon souffle flottant dans l'air. J'ai versé un peu d'eau du thermos qu'il m'avait laissé, tiède, à peine assez pour apaiser la sensation d'oppression dans ma poitrine. Il y avait un bol de porridge de riz sur un plateau à côté. Froid, sans cuillère. J'ai utilisé une fourchette en plastique de mon sac à main. J'ai attendu de les entendre partir avant de me glisser par la porte latérale et de marcher lentement jusqu'à la boîte aux lettres, juste pour bouger mes jambes. Mes articulations hurlaient, mais je gardais le dos droit. Cet après-midi-là, par la petite fenêtre fissurée près du haut de la porte du garage, je les ai vus revenir avec des amis. Ils portaient des sacs de course remplis de vin, de chips, de plateaux de fête. Des rires résonnaient dans l'allée. C'était un anniversaire. J'avais oublié. La femme de Michael fêtait ses 42 ans ce jour-là. Du garage, je les regardais se rassembler dans le salon. À travers l'ouverture du rideau, je les ai vus déboucher le champagne. Quelqu'un a apporté un gâteau. Une banderole était accrochée au mur. « Joyeux anniversaire, Rachel ». On pouvait y lire en lettres dorées. Personne n'est venu au garage pour prendre de mes nouvelles. Personne ne m'a apporté une part. Cette nuit-là, j'ai toussé jusqu'à en avoir la gorge sèche. J'ai essayé de ne pas faire de bruit. J'ai essuyé le sang avec ma manche, puis j'ai glissé le torchon sous le matelas pour que personne ne me voie. Je n'ai pas frappé. Ils m'avaient bien fait comprendre, je ne devais pas perturber leur vie de famille. Vers minuit, j'ai entendu des pas sur le porche arrière. Les murs du garage étaient fins près du chauffe-eau. J'ai collé mon oreille à cet endroit et j'ai retenu ma respiration. C'était Michael qui parlait à quelqu'un au téléphone. Sa voix était basse mais tranchante. Elle est toujours là.
Ouais, je pensais qu'elle tiendrait 2 jours maximum. Pause. Non, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas la preuve qu'elle n'est pas compétente. L'avocat a dit qu'une fois qu'on aura obtenu 2 autres examens médicaux, on pourra demander la tutelle complète. Nouvelle pause. Elle refuse de signer. Elle reste assise là, comme un fantôme. Et puis un petit rire. Je jure que maman est plus coriace qu'elle en a l'air, mais si elle fait une sale erreur, un oubli, une confusion, on peut déposer une plainte. Je me suis éloignée du mur. J'avais l'estomac noué. La tutelle. C'est de ça qu'il s'agissait. Ils n'étaient pas seulement cruels. Ils étaient calculateurs. Ils voulaient contrôler mes choix médicaux, mes finances, mes biens restants. Et ils attendaient que je craque, que je pleure, que j'oublie, que je faiblisse. Ils avaient pris mon silence pour une capitulation. C'était une erreur. Je me suis rassise sur le lit, les mains tremblantes, non pas de peur, mais de fureur. J'ai serré la couverture plus fort et j'ai fermé les yeux. Mais je ne me reposais pas. Je me souvenais. Au petit matin, j'avais un plan. Ni vengeance, ni colère, juste la vérité. La vérité prononcée avec la même précision que j'utilisais autrefois pour préparer les documents judiciaires, avec la même voix que j'utilisais autrefois pour annoncer la levée de l'audience. Ils pensaient que 2 nuits dans le froid me rendraient faible, mais ils ignoraient totalement qui avait soulevé ce toit sous lequel ils buvaient. Et j'allais le leur rappeler doucement, complètement, et sans élever la voix. Ma petite fille Lily m'a offert cette montre à Noël, il y a 2 ans. Il faut rester vigilante, grand-mère, dit-elle en posant fièrement le petit appareil élégant à mon poignet. Il compte tes pas, surveille ton rythme cardiaque, et, si jamais quelque chose arrive, il enregistre. Sur le moment, je lui ai souri et lui ai fait plaisir. Elle était toujours si attentionnée, si pragmatique, tellement comme sa mère, ma fille, partie trop jeune. Je portais la montre tous les jours, surtout pour la rassurer. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait mon bouclier. Mais ce soir-là, après avoir écouté les plans murmurés de Michael concernant ma tutelle, j'ai tapoté le cadran 3 fois. L'écran a clignoté une fois en rouge. Cela signifiait qu'il écoutait, et j'ai commencé à enregistrer. Le lendemain matin, je n'ai pas dit un mot pendant le petit déjeuner. Non pas que quelqu'un m'ait proposé quoi que ce soit, mais j'ai croisé Michael dans le couloir pendant qu'il remplissait son café, et je lui ai souri comme si de rien n'était. Je suis retournée au garage et j'ai fermé la porte. Plus tard dans l'après-midi, ils avaient de nouveau des invités. Cette fois, c'était Sam, l'ami d'université de Michael, qui était en visite. Un homme bruyant et tapageur, avec des opinions aussi importantes que sa boucle de ceinture. J'ai entendu leur une conversation depuis la cuisine, à quelques mètres du mur du garage. « Elle est toujours dehors ?» demanda Sam en riant. Michael parlait bas. « Ouais, dans le garage. »« Impossible. C'est du sang-froid, mec. »« Elle ira bien, » dit Michael, avant d'ajouter avec un petit rire. « Cette maison est à nous depuis notre mariage. Il manque juste les papiers. » Rachel intervint. « Le garage est le seul endroit où elle peut mourir sans déranger personne. » Ils rirent tous. J'appuyai de nouveau sur la montre. Un autre clignement des yeux. Un autre fichier sauvegardé. J'enregistrais tout. Leur rire, leurs paroles, la cruauté pure et dure déguisée en conversation informelle. Ce soir-là, j'ai examiné les fichiers. Le son était clair, net, chaque mot prononcé. Le genre de preuve que j'utilise pour rédiger des rapports officiels. Le genre de témoignage que les juges se penchaient pour entendre. J'ai ouvert le réseau Wi-Fi caché du garage. Michael pensait avoir coupé l'accès, mais il ignorait la 2e ligne que j'avais installée lors des rénovations que j'avais payées il y a 5 ans. J'ai utilisé ma vieille tablette, toujours rangée dans ma valise, pour transférer les clips audio et vidéo, puis je les ai envoyés à mon avocate, à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis près de 10 ans. Elle s'appelait Francis. Nous avions travaillé côte à côte pendant plus de 20 ans. Elle était autrefois greffière principale au tribunal des affaires familiales, connue pour sa mémoire encyclopédique et sa tolérance zéro pour les abus. À ma retraite, elle m'a apporté une rose jaune et m'a dit « Si jamais tu as besoin de moi, vraiment besoin de moi, appelle. » Ce soir-là, j'ai appelé. Francis a répondu à la première sonnerie. Je me demandais quand tu arrêterais enfin d'être poli, a-t-elle dit. J'ai quelque chose, ai-je répondu. Je m'en doutais. Je lui ai envoyé les dossiers par email. 5 minutes plus tard, elle m'a envoyé un texto. Je les ai. Vous n'êtes pas seul. Restez tranquille. Ça va aller vite. Et d'un coup, la température dans le garage s'est un peu apaisée, car le juge m'avait entendu et s'habillait. J'ai attendu que la maison s'endorme.
Il était minuit passé lorsque j'ai enfilé mon manteau et me suis assise près de la porte latérale du garage, celle qui me donnait juste assez de signal pour passer un appel. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine lorsqu'il a sonné. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids de ce que j'allais faire. Lorsqu'il a répondu, sa voix était exactement comme dans mes souvenirs, posée, basse. « Éléanore » a-t-il dit. « Oui, juge Benton » ai-je répondu. « J'espère ne pas vous avoir réveillé. » J'attendais cet appel depuis des années. Il était sérieux. Je l'ai entendu dans le soupir qui a suivi. « Racontez-moi ce qui s'est passé. » Je lui ai tout raconté doucement, lentement, sans dramatisation. Juste les faits, comme je l'avais fait 1000 fois dans sa salle d'audience. Le garage, les nuits glaciales, les conversations que j'avais enregistrées, le projet de tutelle, leur voix me traitant de fardeau, leur rire après ma mort. « J'ai les dossiers, dis-je. Audio, vidéo, date, visage. Tu entendras tout. » Il y eut un silence, puis il dit. « Je t'ai dit une fois que si jamais tu étais trahi, tu m'appelles en premier. » « Je me souviens, murmurai-je. « Et je t'ai dit pourquoi, » continua-t-il. « Parce que personne ne se souvient de la femme la plus perspicace dans la pièce tant que ce n'est pas sa parole contre la sienne. Et quand c'est le cas, elle perd. » Ma gorge se serra. « Pouvez-vous m'aider? Je suis un juge à la retraite, dit-il. Mais j'ai encore des amis, de bons amis, et je sais à quelle porte frapper. Ce soir-là, nous avons élaboré un plan étape par étape, comme les stratégies juridiques que nous utilisions pour préparer les affaires, sans pitié et avec des enjeux importants. Il me mit en contact avec un greffier qui travaillait pour le tribunal de première instance. À 15 heures, c'est-à-dire à 15 heures, j'avais déposé la requête par voie sécurisée. Francis, mon avocat, l'avait déjà rédigée. Nous avons déposé une demande d'injonction de protection temporaire contre Michael et Rachel, invoquant maltraitance envers les personnes âgées, coercition financière et conditions de vie illégales. Nous avons joint une requête en gel des avoirs, invoquant le risque de détournement immédiat. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne me suis pas allongé. Je me suis assis au bord de mon lit, ma robe de chambre serrée, les yeux rivés sur les ombres qui dansaient sur le mur du garage. À 7h13, mon téléphone a vibré. Ordonnance accordée. Injonction d'urgence approuvée. Exécution sous 12 heures. 12 heures. C'était tout ce dont j'avais besoin. À 9 heures, Francis avait déjà contacté un officier de justice et les forces de l'ordre local. Mon nom a été effacé de la liste des personnes à charge de tous les examens médicaux que Michael avait soumis. Un auditeur judiciaire a été chargé d'examiner l'activité financière de mes comptes. À midi, pendant que Rachel consultait son téléphone et que Michael préparait son café, je suis sorti du garage et suis entré dans la cuisine avec une enveloppe scellée. Michael s'est retourné. « Maman, ça va ?» J'ai posé l'enveloppe sur la table, je l'ai fait glisser avec 2 doigts et j'ai dit, avec effet immédiat. « Il vous est interdit à tous 2 de contacter, de communiquer avec moi ou de gérer financièrement quoi que ce soit concernant ma succession. » Il a ri, pensant à une blague. Puis Francis s'est entré derrière moi, suivi d'un agent avec un presse-papier et un badge. « Michael Harper, l'agent, a dit, vous avez été notifié. » Rachel a laissé tomber sa tasse. Elle s'est brisée. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle crié. « Injonction restrictive, » a répondu Francis. « Et avis d'enquête financière. » Michael Pald. « Vous n'êtes pas sérieux. » J'ai croisé son regard. « Vous m'avez enfermé dans un garage pour mourir. Vous en avez ri. Vous aviez prévu de tout prendre en prétendant que c'était une affaire de soins. » Il a commencé à parler, mais l'agent a levé la main. « Il vous est conseillé de ne plus parler. C'est désormais une affaire judiciaire. » Et du jour au lendemain, la maison que j'ai contribué à financer n'était plus à leur portée. La femme qu'on essayait d'enterrer était revenue, porteuse de preuves, protégée par le système même que j'avais autrefois servi. Et cette fois, le marteau était dans ma main. Au matin du 3e jour, je n'ai pas tremblé. Je n'avais pas beaucoup dormi la nuit précédente, non pas par peur, mais par une telle lucidité qu'elle me tenait en éveil, comme si j'étais de retour sur les marches du tribunal à 6h45, à examiner les dossiers dans le vent glacial de l'hiver, un café noir à la main. Le genre de lucidité qui n'est non pas de la rage, mais de la clarté. Une clarté procédurale et froide. J'ai enfilé mon plus beau manteau, doublé de laine bleu marine foncée, celui que Charles m'avait offert à Noël avant son décès. Je me suis brossé les cheveux, j'ai mis un peu de couleur sur mes joues et j'ai glissé l'épaisse enveloppe jaune sous mon bras comme si c'était une miche de pain. Je n'ai pas frappé en entrant dans la cuisine. Michael était au comptoir,
faisant tournoyer du lait dans ses céréales, torse nu, fredonnant comme si de rien n'était. Rachel se tenait près de l'évier, en peignoir, parcourant les pages de son téléphone avec un sourire narquois aux lèvres. Je me suis dirigée vers le centre de la pièce et j'ai déposé l'enveloppe sur la table. Délibérément, silencieusement. Je reculai d'un pas et croisai les mains. Michael se retourna, agacé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Je ne dis rien. Il leva les yeux au ciel et l'attrapa. Il l'ouvrit d'une main comme si c'était du courrier indésirable. Puis il se figea. Ses yeux parcoururent l'entête, le cachet du tribunal, les caractères noirs, avis de plainte déposé. Maltraitance envers une personne âgée, coercition financière et négligence. Plaignante, Eleanor May Harper, défenderesse. Michael Stephen Harper. Rachel leva les yeux, ses doigts s'immobilisant au milieu de l'écran. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle sèchement. Michael eut un rire amer. « Tu as porté plainte contre ton propre fils. »« J'ai dit la vérité, dis-je calmement. Tu as fait du garage ma maison. Tu as fait passer ton ambition avant mon bien-être. Et maintenant, j'ai fait de la loi mon témoin. » Il posa le papier d'un coup sec. « Tu n'es pas sérieux. »« Moi, je le suis, dis-je. Et le juge qui a signé l'ordonnance l'est aussi. »« C'est n'importe quoi, rétorqua-t-il. »« Ça ne tiendra pas. » Rachel attrapa le paquet. Ses yeux s'écarquillèrent. « Michael, il y a une ordonnance d'urgence. Une ordonnance restrictive de 30 jours. Avec effet immédiat, ai-je dit. » Il s'est tourné vers moi, la voix s'élevant. « Tu es ma mère et tu es ma plaignante ?» ai-je répondu. Il a froissé le document dans sa main, les poings tremblants. « Tu crois que ça me fait peur? Tu crois que je vais te laisser faire? J'appelle l'avocat. » À ce moment-là, la sonnette a retenti. Aucun de nous n'a bougé. Puis on a frappé fort, 3 coups. Je suis restée où j'étais tandis que Michael se dirigeait d'un palot vers la porte et l'ouvrait brusquement. 2 agents se tenaient sur le porche, l'un tenant un presse-papier. « Michael Harper » a demandé le plus grand. La voix de Michael s'est brisée. « Oui, vous avez reçu une ordonnance de protection déposée auprès de la Cour de justice, s'il vous plaît, approuvée par le juge Banton et déposée en vertu de la loi d'urgence 57E. Nous sommes ici pour faire appliquer l'ordonnance d'interdiction de contact de 30 jours et commencer l'inventaire en vue d'un gel financier temporaire en attendant l'enquête. » Rachel a haleté. Je suis restée immobile, les mains jointes. La défiance de Michael commença à trembler dans ses épaules. « C'est insensé. Elle est vieille. Elle est perdue. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. » Je me suis avancée. « Je sais exactement ce que je fais. Je t'ai donné 30 ans de sacrifice. Je t'ai donné un avenir, et tu m'as donné un garage et un plan pour voler le peu qu'il me restait. » Il m'a regardé comme si j'étais un étranger. Rachel recula dans le couloir, pâle. L'agent a remis un dossier à Michael. « Tu as 1 heure pour faire tes bagages. Tu seras logé dans une résidence séparée. Tout contact, physique ou numérique, violera l'ordonnance du tribunal et pourra entraîner une arrestation. »« Je suis son fils, » a-t-il murmuré. « Tu l'étais » ai-je dit, mais aujourd'hui tu n'es qu'un homme de plus qui a sous-estimé une femme qui se souvient de tout. Il n'a plus rien dit. Ils sont partis en moins d'1 heure. À la tombée de la nuit, le garage était vide et, emmitouflé dans le même manteau que Charles m'avait offert, je me suis finalement assise à la table de la cuisine. Sur la chaise, selon eux, je n'étais pas la bienvenue, et j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Non pas par obligation, mais par choix. À la fin de la semaine, mon histoire avait quitté le garage pour entrer sur la place publique. Tout a commencé avec une journaliste locale, une femme à la voix douce nommée Terry, que j'avais connue de passage au tribunal des années auparavant. Elle a appelé Francis après avoir entendu des rumeurs concernant une ordonnance de protection délivrée en moins de 12 heures et un fils enlevé de chez lui par sa mère, une greffière à la retraite. Terry m'a demandé si je voulais parler. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés au bureau de Francis où j'ai raconté mon histoire avec la même clarté que j'avais utilisée pendant des décennies pour lire des dossiers judiciaires. Pas de larmes, pas de dramatisation, juste les faits, les enregistrements, les dates, la couverture, le sang que j'avais craché dans ma manche, la fête d'anniversaire derrière un mur, les rires qui ont suivi leur plan. L'article est paru dans le journal local 2 jours plus tard, avec un titre qui m'a fait bondir. Une mère dort dans les poubelles, poursuit son fils en justice et gagne. Le sous-titre disait « Un greffier à la retraite porte plainte pour maltraitance envers les personnes âgées après avoir été contraint de vivre dans des conditions glaciales. Les preuves incluent des enregistrements cachés et le témoignage d'un juge à la retraite. »
Ma photo, prise devant le palais de justice, me montrait vêtue de mon manteau bleu marine, le regard perçant et le visage calme. L'image s'est rapidement répandue. Dès vendredi, les médias régionaux ont relayé l'information. Un talk show du dimanche matin m'a demandé de m'interviewer en direct. J'ai décliné la presse nationale, mais uniquement parce que j'avais des invitations plus urgentes. L'Alliance des femmes de Pennsylvanie centrale a été la première à me contacter. Nous serions honorés de vous compter parmi nos invités de marque lors de notre forum de printemps. L'organisatrice a déclaré « Vous avez donné de la force à tant de femmes », puis au Conseil des aînés de Harrisburg, puis à une réunion juridique, puis au barreau de l'État. Apparemment, j'étais devenue une sorte d'héroïne populaire, la grand-mère qui a repris sa place à la table de la cuisine. Mais ce qui m'a le plus ému, ce ne sont pas les titres ni les panneaux. Ce sont les lettres manuscrites. Elles arrivaient par dizaines. L'une d'une femme de Pittsburgh qui avait passé 6 mois à dormir dans son sous-sol pendant que la femme de son fils annonçait son départ. L'autre d'une femme de l'Ohio qui me remerciait de lui avoir rappelé que se taire ne signifie pas être impuissante. Chaque soir, je m'asseyais à mon bureau pour répondre à autant de personnes que possible. C'est devenu un rituel. Thé, musique, et répondre aux femmes qui, comme moi, avaient attendu trop longtemps pour parler. Pendant ce temps, à Harrisburg, les choses se sont détériorées pour Michael et Rachel plus vite que même Francis ne l'avait prévu. L'église qu'ils fréquentaient a tenu une réunion privée après avoir lu les nouvelles locales et reçu une vague d'appels inquiets. Michael, ancien président de leur conseil communautaire, était discret. Il a été démis de ses fonctions. Il a trahi la confiance morale que nous attendons de nos intendants, m'a confié plus tard leur pasteur. Mais le véritable coup dur est venu la semaine suivante. Un enquêteur mandaté par le département du vieillissement de l'État a lancé un examen complet de mon dossier, y compris des enregistrements que j'avais soumis. Dans le cadre de l'enquête, la capacité parentale de Rachel a été évaluée, notamment après la citation qu'elle a prononcée lors de cette conversation enregistrée. Le garage est le seul endroit où elle peut mourir sans déranger personne. Cette phrase apparaissait dans presque tous les articles de presse. Elle a soutenu qu'elle avait été sortie de son contexte, mais le contexte ne l'a pas sauvée. Le tribunal a prononcé une suspension temporaire de ses droits de garde sur sa fille, ma petite fille. L'enfant a été placé chez la sœur de Rachel, en attendant une évaluation plus approfondie. Les cris de Rachel ont résonné dans le couloir du tribunal ce matin-là. Je ne suis pas allée voir. Je n'en avais pas besoin. Francis m'a appelé après et m'a simplement dit « C'est fait. Elle est dehors. » Voir une mère perdre son enfant n'apportait aucune satisfaction, mais voir une femme tenue responsable de penser que la vie d'une autre était jetable était une forme de justice. Plus tard ce mois-là, on m'a demandé d'intervenir lors d'un séminaire intitulé « Le pouvoir de la résistance silencieuse ». Je me tenais à la tribune face à un public de femmes, certaines jeunes, d'autres aux cheveux gris, toutes penchées en avant comme si chaque mot comptait. J'ai commencé. Je ne suis pas bruyante. Je n'ai jamais été celle qui parle fort. J'ai pris des notes. J'ai programmé des audiences. J'ai organisé la vérité dans des dossiers bien rangés et je l'ai transmise aux hommes qui en ont reçu le crédit. Mais je n'ai jamais oublié comment parler. J'ai juste attendu le moment opportun. Ils m'ont enfermé dans un garage et ont appelé cela de la générosité. Mais j'ai enregistré leur cruauté et je l'ai remise à la justice. Non pas par vengeance, mais parce qu'un jour, une autre femme pourrait se retrouver dans un garage sans manteau. Et je veux qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. La foule s'est levée. Je n'ai pas fait un grand sourire. J'ai juste baissé la tête, reconnaissante, les pieds sur terre, et quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, dans le petit appartement d'Angela, il m'a aidé à louer. J'ai regardé autour de moi, les murs sobres, le chauffage en marche, le fauteuil moelleux près de la fenêtre, pas de velours, pas de comptoir en granit, pas de paillettes, juste la paix et la force. Celle qui ne crie pas, celle qui n'oublie jamais. J'habite maintenant un appartement au 2e étage d'un quartier calme en périphérie de Mechanicsburg, à seulement 20 minutes du palais de justice où j'ai servi, et à 1000 lieues du garage où j'étais confinée à geler. Ce n'est pas grandiose, juste 2 pièces, une petite cuisine, un fauteuil confortable près de la fenêtre, mais c'est à moi, et je ne l'ai pas trouvé seule. Angela, la fille de ma petite fille, mon plus grand espoir, m'a trouvé cet endroit. C'est elle qui m'a conduite ici le lendemain de l'entrée en vigueur de l'ordonnance de protection. Elle a apporté ma valise, déballé mes vêtements, rangé mes quelques souvenirs sur l'étagère. Elle m'a préparé du thé avant que je ne le demande. C'est elle qui m'a de nouveau appelée grand-mère sans hésitation, comme si mon titre n'avait jamais été terni. « Tu es en sécurité maintenant » m'a-t-elle dit.
Et pour la première fois depuis des mois, je l'ai cru. Angela vient 3 soirs par semaine après ses gardes d'infirmière. On fait de la soupe, on joue au domino, et parfois on reste assis en silence. J'aime ce silence. Il ne blesse pas. Il guérit. Une fois la tempête médiatique apaisée, on m'a demandé de prendre la parole à nouveau. Cette fois, non pas lors d'un forum de femmes ou d'une réunion juridique, mais à la télévision nationale. Un journal télévisé du dimanche matin, intitulé « Voix des oubliés », voulait présenter mon cas dans le cadre d'une série sur la maltraitance des personnes âgées et la trahison familiale. Au début, j'ai refusé. J'en avais assez dit. J'avais gagné. Que me restait-il à prouver? Puis, Angela m'a regardé et m'a dit « Grand-mère, il y a encore quelqu'un qui dort dans un garage. Quelqu'un qui n'a ni avocat, ni juge, ni enregistrement, mais qui t'entendra peut-être. » Alors, j'ai dit oui. Le décor était stérile et lumineux, les lumières chaudes, le présentateur, élégant et charmant, m'a tenu la main pendant la balance. Je portais mon plus beau chemisier bleu marine, les cheveux relevés, le micro accroché à mon col me pesait lourd, mais je me tenais droite. Quand les caméras ont tourné, j'ai commencé comme ça. Je ne suis pas là pour pleurer. Je l'ai déjà fait. Je suis là pour me souvenir, car la mémoire, lorsqu'elle est protégée, devient une preuve. Je leur ai raconté toute l'histoire, l'AVC, le garage, le murmure derrière le mur. J'ai parlé lentement, non pas parce que j'étais vieille, mais parce que je voulais que chaque mot résonne comme un pas sur la glace. Puis j'ai marqué une pause et j'ai dit « Je ne déteste pas mon fils. Je le pleure. Je pleure celui qu'il était, mais je ne veux pas qu'il soit puni. Je veux que des gens comme lui ne se reproduisent pas. » L'émission a été diffusée 2 jours plus tard. La chaîne a reçu plus de 4000 courriels. Certains proposaient leur soutien. D'autres proposaient des dons au refuge pour personnes âgées maltraitées. D'autres disaient simplement « Je vous crois et maintenant je me crois moi-même ». Après cela, j'ai commencé à faire du bénévolat auprès du Pennsylvania LD Support Network, consultant sur des cas où d'autres, principalement des femmes, ne savaient pas si ce qu'elles vivaient était suffisant pour être raconté. Et je leur ai dit ceci. Si vous devez vous demander si quelque chose est un abus, c'est probablement le cas. Je ne me considère pas comme une guerrière. Je n'aime pas la guerre. Mais je crois en la défense, en la nécessité de tenir bon, en la refusant 7 fois. Parce que parfois, la plus forte attitude d'une femme est de ne pas crier, mais d'endurer. Souvenez-vous. Et enfin, dites-lui que la maison est toujours là, tranquillement installée dans une rue bordée d'arbres de Harrisburg. Celle au volet bleu et à la boîte aux lettres bancales que j'avais toujours eu l'intention de réparer. Mais maintenant, elle n'est plus la forteresse, ni le décor de mon humiliation. Elle est à nouveau la mienne. Après la clôture de l'enquête et la décision des tribunaux en ma faveur, j'ai recouvré la pleine propriété légale du bien. Michael et Rachel ont brièvement contesté, mais le juge a examiné les documents de transfert originaux, ce qu'ils avaient tenté de manipuler, et les a déclarés nuls pour coercition et fraude. Mon nom a été rétabli, les leurs effacés. Je n'y suis pas retourné. Au lieu de cela, j'ai mis la maison en location, non pas à des inconnus, mais à un jeune couple dont un parent est handicapé. Je les ai rencontrés personnellement. J'ai vu comment ils poussaient le fauteuil roulant de leur mère sur la rampe. J'ai entendu avec quelle douceur ils lui parlaient, comment ils s'intéressaient à son confort avant le leur. J'ai su qu'ils étaient les locataires idéaux. Chaque dollar de loyer est reversé à un fonds que j'ai créé, Justice en silence. Ce n'est pas encore une grande organisation, mais sa mission est simple, apporter un soutien juridique et émotionnel d'urgence aux personnes âgées victimes de maltraitance silencieuse de la part de leur famille, pas de maltraitance qui laisse des bleus, de maltraitance qui laisse une personne endormie dans un garage sans que personne ne s'en aperçoive. Je travaille avec des avocats, des travailleurs sociaux et des bénévoles. Nous prenons des appels. Nous proposons des consultations. Nous écoutons des histoires qui ressemblent à la mienne. Et nous disons à ces femmes, à ces hommes, vous n'êtes pas seuls et vous savez que vous n'êtes pas faux. Pour lancer la fondation, nous avons enregistré une courte vidéo. Ils ont fait venir une équipe de tournage à mon appartement, ont installé une simple lumière, un micro, et m'ont demandé de parler librement. J'ai regardé droit dans l'objectif et leur ai dit qu'ils pensaient que j'étais juste une petite vieille qui ne comprenait pas ce qui se passait. Mais moi, si. Je comprends les contrats. Je comprends le silence. Je comprends la loi parce que je l'ai rédigée, déposée et appliquée pendant 47 ans. Ils pensaient pouvoir me laisser dans un garage, mais j'ai transformé ce rhume en preuve. J'étais une mère qui préparait le dîner et pliait le linge. Maintenant, je suis une femme qui impose des sanctions. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure. Parfois, il observe.
Et quand le moment est venu, il se lève. La vidéo est désormais diffusée sur la page d'accueil de notre fondation. Elle a été vue plus de 500 000 fois. Je vis toujours simplement. Mes journées sont calmes. Mais maintenant, quand je suis assise à la fenêtre avec mon thé et que j'entends les rires de la rue en contrebas, je souris. Parce que ce n'est pas l'histoire des mauvais traitements que j'ai subis. C'est l'histoire de la façon dont je me suis rappelé qui j'étais et suis devenue juge de ma propre fin. Après tout ça, après les ordonnances restrictives, les interviews, le lancement de la fondation, j'ai commencé à écrire des lettres, non pas aux avocats ni aux journalistes, mais à Michael, à Rachel et surtout à ma petite fille. Je ne me faisais aucune illusion. Je n'écrivais pas par sentiment. J'écrivais parce qu'il y avait des choses à dire clairement, calmement, durablement. La lettre à Michael faisait 3 pages. Tapée, signée, livrée par courrier recommandé. Je l'ai commencé simplement. Tu as arrêté de m'appeler maman bien avant le garage. Je lui ai rappelé l'été où j'avais fait des heures supplémentaires pour lui acheter son premier costume pour l'équipe de débat. Comment j'avais réappris à conduire à 60 ans, juste pour l'emmener à ses entretiens d'embauche, alors que son père était à l'hôpital. Je lui ai rappelé que je ne lui avais jamais demandé de rétribution, seulement du respect. Puis j'ai écrit, quand tu m'as placé dans le garage, tu n'as pas seulement échoué en tant que fils. Tu as échoué en tant qu'homme chargé de la mémoire. Tu as oublié qui a soutenu ton corps fiévreux pendant des nuits de chagrin et de désespoir. Et c'est l'oubli, plus que la cruauté, qui t'a condamné. J'ai terminé la lettre sans haine, mais sans pardon. Tu peux réparer ta vie, mais pas par mon silence. Tu as perdu ce droit. La lettre à Rachel était plus courte. Tu riais de l'endroit où je pourrais mourir. J'espère que tu te souviendras de ce son chaque fois que ta fille te demandera où est passée sa grand-mère. Ni plus, ni moins. La lettre la plus difficile à écrire a été celle à ma petite fille. Elle n'avait que 12 ans quand c'est arrivé. Assez jeune pour être protégée, assez grande pour remarquer les choses non dites. Elle avait glissé une carte pliée sous la porte du garage le 2e soir. Je l'ai toujours. Je suis désolée si j'ai été méchante. Je t'aime, m'a dit. Je n'ai pas répondu sur le moment, mais depuis mon petit bureau près de la fenêtre, j'écrivais, m'a dit, tu n'as rien fait de mal. Le silence entre nous n'était pas ta faute. Parfois, les adultes cachent leur honte en disant que c'est de la protection. Mais tu es assez grande pour savoir qu'aimer signifie poser des questions, et j'espère qu'un jour, quand tu seras prête, tu me demanderas tout. Je te dirai la vérité, et je ne te rabaisserai jamais de l'avoir cherché. Je l'ai signé simplement, avec un amour constant et inébranlable. Grand-mère, je l'ai posté. J'ignore si elle recevra une réponse, mais j'avais besoin qu'elle sache que je n'avais pas disparu. J'avais retrouvé mon nom, mon espace, mon histoire, surtout ma voix. Voilà en quoi consiste la justice en silence. Non pas une punition, mais une présence. Non pas une vengeance, mais le rétablissement de la vérité. Page après page, mot après mot, jusqu'à ce que même les femmes dans les garages soient rappelées par leur nom. Et personne n'ose plus jamais nous oublier. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Si vous êtes arrivé au bout de cette histoire, c'est peut-être parce que quelque part en vous, vous avez reconnu le froid. Non pas le froid d'un garage en Pennsylvanie, mais celui d'être rejeté, sous-estimé ou effacé en silence. Peut-être avez-vous ressenti la douleur d'être traité de fardeau ou entendu quelqu'un murmurer derrière des portes closes que vous aviez fait votre temps, comme si la dignité avait une date de péremption. Peut-être, comme moi, vous a-t-on dit d'être reconnaissante pour les miettes pendant qu'il dînait à la table que vous aviez autrefois payée. Peut-être vous a-t-on dit que votre douleur était exagérée, que vos souvenirs étaient erronés, que votre vérité était gênante. Si oui, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul. Chez Grandma True Stories, nous prenons en compte les femmes qui ont enduré, qui ont conservé les reçus pendant que tout le monde oubliait la dette. Nous parlons au nom des mères, des grands-mères, des veuves et des travailleuses qui ont tout donné et presque rien demandé, pour finalement s'entendre dire un jour qu'elles étaient un obstacle. Mais nous ne restons plus silencieux. Nous ne crions plus pour être entendus. Nous parlons avec le poids des années, de la mémoire, d'une justice longtemps différée. Car nos histoires ne sont pas de la fiction. Elles sont les pièces manquantes derrière chaque portrait de famille qui semblait trop parfait. Ce sont les notes de bas de page que personne ne voulait publier et qui sont enfin racontées. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait serrer les mâchoires, retenir vos larmes ou me murmurer à l'oreille, alors je vous invite à rester avec nous. Abonnez-vous à Grandma True Stories, car ce faisant, vous ne faites pas que cliquer sur un bouton. Vous envoyez un message au monde et à toutes les femmes âgées qui ont été mises de côté. Nous sommes toujours là, nous regardons toujours,
nous disons toujours la vérité. Et cette vérité, elle peut arriver tard, elle peut arriver discrètement, mais elle ne vient jamais vide. Cliquez sur ce bouton d'abonnement, car la vengeance n'a pas de date d'expiration et la sagesse ne s'éteint jamais.